Bonjour et bienvenue dans les 4V, Carl Olive. Les députés dont vous êtes, donc, sont-ils déconnectés de la vraie vie, de la vie réelle ? Les députés d'aujourd'hui, en 2012, 250 députés maires. Aujourd'hui, zéro. C'est la loi organique qui est passée par là en 2014. Un vœu louable, émergence de nouvelles personnalités. Et Dieu sait s'il en est. Et dans mon groupe Renaissance, il y a des députés de très très grande qualité. Pour autant, je trouve dommage, on le voit sur le terrain, et c'est l'ancien maire qui vous parle. Oui, il y a effectivement ces fantassins de la République qui sont en prise directe avec la réalité du terrain, qui sont plébiscités par les Français, qui ne font plus partie du tout, de fait, des deux chambres. Et la crise démocratique est là. Aujourd'hui, on a un taux d'abstention de 53,77%, un triste record au deuxième tour des législatives. Les Français boycottent les urnes et on regarde ailleurs. Je pense qu'il faut être interpellé pour ce sujet. Et donc vous dites qu'il faut revenir sur ce cumul du mandat, le rendre de nouveau possible. Le bureau de votre groupe parlementaire Renaissance va débattre d'une proposition de loi allant en ce sens aujourd'hui. En creux, ça veut dire quoi ? Que derrière le marketing, derrière les bonnes intentions, c'est la politique à l'ancienne qui gagne toujours à la fin, le député maire. C'est quoi l'idée générale de tout ça ? L'idée générale, c'est de vivre avec son temps. Et la crise des Gilets jaunes, Thomas Soto est passé par là. Qui a sensibilisé le président de la République en premier sur la crise des Gilets jaunes que personne n'a vu venir ? Les maires. Le président de la République a d'abord sondé les maires pour savoir ce qu'ils devaient faire. En tout cas, les sonder, pas pour ce qu'il devait faire, mais derrière, il est allé, dans l'arène avec le grand débat national. On a une crise sous-jacente. Aujourd'hui, le sentiment de proximité, étude l'Opinionway 2019, montre que les maires sont les plus proches des habitants à 68%, les députés 5%. Ça vous manque en étant député, vous qui avez été maire pendant longtemps, pendant 8 ans, ça vous manque d'être à portée d'engueulade, comme on dit ? D'abord, c'est le quotidien des maires, vous avez raison, ce n'est pas un sujet de portée d'engueulade, c'est un sujet de répondre, encore une fois, à la crise démocratique de notre pays. Ce n'est pas la seule solution, mais on a deux facteurs. C'est l'expertise d'usage, celle des maires, et derrière, la proximité. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a presque un consensus, on a un alignement de planète. Le président de la République y est favorable. Vous en avez parlé avec lui ? Vous êtes en sniper. Il vous soutient ? J'en ai parlé, mais ça date pas d'hier. Monsieur Soto, ça a été mon combat quand j'étais maire. Il y a 3 ans, Là, c'est aujourd'hui que le bureau de Renaissance va se pencher sur le sujet. Donc, Alors, il y a 3 ans, j'en ai parlé au président de la République. Et voyez-vous, moi, je ne prêche pas pour la ville de Poissy. Je vais vous proposer, on va peut-être en parler, qu'il y ait effectivement un seuil qui soit supérieur à celui de la ville de Poissy. Poissy, c'est 37 000, et vous voulez que le cumul soit limité à des villes de 20 000 habitants maximum. Je fais une première proposition qui prospérera dans les bancs du Parlement. Ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'aujourd'hui, François Bayrou, Gérard Larcher, Fabien Roussel, l'élu communiste, le Front National, Louis Alliot, sont favorables à cela. On n'aura peut-être pas beaucoup d'occasions dans ce mandat, pardonnez-moi, d'avoir une proposition de loi qui dégage un large consensus. Édouard Philippe, c'est son ADN. Donc je pense que c'est le moment d'y aller. Et encore une fois... Donc le bureau de Renaissance va dire oui ce matin-là, ça va avancer. D'abord, je vais vous dire que je suis très heureux de pouvoir le présenter. Moi, je suis très heureux de voir que nous ne sommes pas des députés godillots. Et on est dans le grand dépassement, on n'a pas tous les mêmes sensibilités au sein de ce groupe de la majorité présidentielle. Et tant mieux, il faut faire avancer le débat. En tout cas, là-dessus, Emmanuel Macron vous écoute, vous a écouté. Il est très bienveillant. Il est très bienveillant. Mais il l'a dit au mois de décembre dernier, comme Gérard Larcher l'avait dit, comme François Bayrou l'a encore dit il y a quelques semaines. Je ne prêche pas pour la paroisse de Poissy, je prêche pas pour simplement le parti Renaissance, je prêche pour le pays. Et il me semble que c'est quelque chose de très concret. J'avance très vite pour dire que c'est un cumul d'expériences. Et je crois au cumul d'expériences qui nourrit la démocratie. Ce n'est pas un cumul d'indemnités. Il n'y a pas des histoires de cumuler les indemnités. Mais c'est une vaste hypocrisie, monsieur Soto, permettez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, on peut être député, conseiller départemental, ce que je suis, on cumule les indemnités. On peut être conseiller régional et député. On ne pourrait pas être maire et député, entre guillemets, de base. Voilà, je pense que c'est tout à fait cohérent. Vous avez beaucoup cité François Bayrou. Vous avez entendu ce qu'il a dit ce week-end sur la réforme des retraites ? La réforme de retraite ne peut pas se faire au détour d'un amendement. Je suis opposé au passage en force. Oui, c'est exactement ce que dit le président de la République. Le président de la République non, c'est pas ce qu'on comprend. Le président de la République a dit pendant la campagne présidentielle qu'il fallait mettre en place un nouveau logiciel. Le CNR, le Conseil national de rénovation, fait partie de cela. On ne va pas, en un claquement de doigts, régler une loi qui est une vraie arlésienne. Tout le monde en a parlé, tous les présidents de la République en ont parlé depuis 25 ans. Personne ne l'a fait. Aujourd'hui, quand on lève un tout petit peu la tête, qu'est-ce qui se passe autour de nous ?
En Allemagne, 65 ans. Ouais. En Italie, 67 ans. Oui, mais En pardon, Espagne, 65 ans. On n'est pas sur le fond, on est sur la méthode. Là, le passage en force, ça a l'air d'être la tendance de l'automne. Le budget, ça pourrait se passer en 49.3, c'est-à-dire Dites pas ça, l'adoption non. sans vote. La réforme des retraites pourrait, semble-t-il, et va, semble-t-il, passer par un amendement glissé dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Monsieur Soto, vous comme moi, on a peut-être des points communs. On en a un qui ne l'est peut-être pas, c'est qu'on n'est pas Madame Soleil. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, qui peut dire qu'on passera par un 49.3 ? Qui peut dire qu'il n'y aura pas de Quand on concertation ? lit les interventions des uns et des autres, on comprend que... Il y aura concertation. Il y aura évidemment concertation. Elles ont d'ores et déjà démarré. Et encore une fois, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va régler un sujet qui est un sujet Vous qui êtes député, obligatoire. est-ce que ça vous choquerait que ça passe par un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale ? Oui. Oui, ça vous choquerait. Oui. Moi, ça me choquerait que ce sujet-là soit simplement l'affaire d'une discussion à l'Assemblée qui soit réglée sur ce qu'on appelle un vote public. Il faut effectivement de la concertation. Il faut que tout le pays soit concerné sur ce sujet. Ça va être le cas. Ouais. Et je pense que M. Bayrou, comme le président de la République, disent exactement la même chose. Votre collègue député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, soupçonné de violence conjugale présumée, il a même reconnu avoir giflé sa femme, a annoncé se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça vous suffit aujourd'hui ? D'abord, ce que ça m'inspire, c'est que ça parle beaucoup sur le terrain. Hier après-midi, j'étais sur un match de football au profit d'une association qui s'appelle Le Chemin, qui vote sur les violences intrafamiliales. Il s'est agi beaucoup de cela. D'abord, il faut avoir une pensée pour toutes celles qui sont violentées victimes, en toujours. famille, et donc la victime, la femme de M. Quatennens. Ensuite, je me garderai bien. M. Quatennens, il a pris une décision qui est une décision sage et compréhensible. Mais est-ce qu'il a encore sa place de député dans l'hémicycle ? C'est la justice, M. Soto, qui le dira. Moi, je ne veux pas donner de leçons de morale. Et vous voyez, M. Mélenchon, il a encore raté une occasion de se taire. Quand on veut avoir le nez propre, il faut savoir se moucher. Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté sa dignité et son courage. Il a salué la dignité et le courage d'Adrien Quatennens, la malveillance policière et le voyeurisme médiatique. Oui, bien sûr. Hein, de toute façon, la police tue. Les journalistes sont des abrutis et les chefs d'entreprise sont des parasites. On est dans la suite logique de ce que veut faire M. Mélenchon. Encore une occasion de se taire. Mais ma vraie question, c'est en termes d'exemplarité. On est d'accord qu'il y a le temps judiciaire, le temps médiatique, le temps politique. Malheureusement, les temps médiatiques et politiques vont souvent trop vite. Mais là, il reconnaît avoir giflé son épouse. Il reconnaît plusieurs épisodes de violence. Est-ce qu'il peut représenter des Français dans l'hémicycle aujourd'hui ou est-ce que vous lui conseilleriez de se mettre au moins en retrait le temps de l'enquête ? Mais M. Soto, M. Quatennens, et je ne donne pas de leçon de morale, loin de là, a décidé de se mettre en retrait. Il va se mettre en retrait. Il y a le temps du parti. Pas Il l'Assemblée. y a le temps judiciaire. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas dans le tribunal des réseaux sociaux que tout ça va se gérer. Il faut vraiment, à mon sens, faire du discernement par rapport à tout cela. Et encore une fois, moi, je lance un appel, mais vous le connaissez, surtout que toutes les femmes qui sont violentées, qui sont tabassées, qui sont insultées, qui sont malheureusement blessées après des violences conjugales, il faut qu'elles se rendent dans les commissariats. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs qui font... C'est dur pour elles, vous imaginez, si elles se font taper dessus. Alors, encore une fois, il y a des dispositifs. Elles se font taper dessus et elles voient qu'un député qui reconnaît avoir giflé sa femme dans des circonstances qui leur appartiennent, voilà, est toujours à l'Assemblée, il a toujours accès au... On verra la décision, en tout cas, on verra la décision de M. Quatennens. Ce que je constate, c'est qu'il a décidé très rapidement de se mettre en retrait. Et c'est pas moi, du parti. Et je pourrais faire comme LFI le fait systématiquement, aller souffler sur les braises. Ce ne sera pas mon cas. J'ai une pensée pour son épouse. C'est inadmissible, inacceptable. On doit avoir d'exemplarité quand on est dans la représentation nationale. C'est un premier pas. Vous n'avez pas peur que les Français se disent ils se protègent tous les uns les autres ? Mais pas du tout. Je ne dis pas ça. On voit bien que les clichés ont toujours cours. C'est inacceptable, c'est inadmissible. On a un devoir d'exemplarité quand on représente le pays. Carl Olive, vous êtes investi dans les instances du foot, un membre du conseil d'administration de la Ligue du foot professionnel. Les accusations visent aussi le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui aurait minimisé notamment les conséquences, voire couvert des cas d'agression sexuelle, notamment sur des mineurs. Il y a une enquête de SoFoot qui a poussé la ministre des Sports à demander un audit de la Fédération. Qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui à Noël Le Graët ? Est-ce qu'il doit partir ? Est-ce qu'il doit passer la main ? D'abord, ce que je vais vous dire, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. En revanche, je salue l'initiative de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, de diligenter une enquête administrative et interne à la Fédération française de football. À l'issue de cette enquête, des décisions seront prises. Ce que je constate, c'est que ce qu'on apprend aujourd'hui
Et aussi, encore une fois, SoFoot, c'est pas. J'apprécie particulièrement SoFoot. C'est pas non plus. Et on garde en tête la présomption d'innocence en toutes circonstances. Exactement. Donc il y a une enquête judiciaire une enquête administrative qui est menée à la demande du ministère de tutelle, et ça me paraît important. Et je salue encore une fois cette initiative. Il y a des pratiques douteuses. Il y a la sinistre affaire Pogba. On a un petit peu l'impression que c'est la mafia dans le monde du foot en ce moment, non? Ça ne date pas d'hier, hein, Monsieur Soto. J'étais président de club de football, alors pas en première division, en 3 et 4e division. À l'époque, vous aviez un rendez-vous avec un représentant du joueur. J'ai travaillé aux côtés d'un grand président du Paris Saint-Germain qui s'appelle Michel Denisot. À l'époque, vous aviez un représentant du joueur, un représentant du club. Aujourd'hui, il faudrait peut-être presque avoir un T4 ou un T5 pour accueillir une famille, parfois une nébuleuse autour du joueur. On le voit tout, ça. C'est la Samaritaine. Oui, c'est le moment d'assainir. Et puis c'est le moment aussi de la même manière que celles et ceux qui sont victimes de cela n'hésitent pas à parler, parce que ça fera avancer la cause du football et ça nous permettra peut-être de sortir de tous ces clichés qui disent que lorsqu'un footballeur a mal à un doigt, il va s'acheter une pharmacie. On est loin de là, ça concerne 2% des footballeurs. Moi, je suis très triste pour l'ensemble du football amateur, par exemple. On pâtit de cette image-là. Il est temps que ça change. Merci beaucoup, Carl Olive, d'être venu dans les 4V. Merci à vous.